Monsieur le maréchal, vous avez été une figure majeure de la France, d'abord en tant que héros de Verdun, puis comme chef de l'État sous l'occupation. En 1945, à l'âge de 89 ans, vous avez comparu devant un tribunal, accusé de haute trahison. Aujourd'hui, avec le recul, comment ressentez-vous ce procès qui a tant divisé la France? Ah, ma chère enfant, ce procès, ce n'était pas seulement un procès contre un vieil homme, non. C'était la France qui cherchait à se retrouver, à exorciser ses démons. Mais j'étais là, en plein milieu, à porter le poids de toutes les décisions prises en ces temps de désolation. On a voulu voir en moi le traître, le coupable, mais je ne pouvais rien contre le flot de haine qui s'est déversé sur moi ce jour-là. Et pourtant, beaucoup disent que ce jugement était nécessaire pour que la France puisse se reconstruire. Vous étiez un symbole, à la fois du passé et des erreurs de la collaboration. Symbole? Oui, peut-être. Mais ce que la jeune génération ne comprend pas, c'est que ce n'était pas aussi simple à l'époque. L'Allemagne écrasait tout en quelques semaines. Il fallait choisir la mort certaine de la France ou bien l'armistice, la survie, même au prix de concessions terribles. Je ne me faisais pas d'illusions sur l'ennemi, mais je pensais, naïvement peut-être, que je pourrais sauver des vies. À mon âge, je ne cherchais ni la gloire ni le pouvoir, mais simplement à protéger ce que je pouvais de cette nation que j'aime tant. Mais est-ce que vous compreniez à ce moment-là que beaucoup vous voyaient non comme un protecteur, mais comme celui qui avait trahi ces mêmes vies que vous vouliez sauver? Oh, ils ne voyaient que la surface, ma chère. Ils voyaient les Allemands à Paris, les Juifs envoyés dans des trains, la résistance traquée. Comment auraient-ils pu comprendre les nuances des discussions que nous avions jour après jour avec les chefs militaires allemands? J'ai fait des choix, certes, des choix que l'on ne devrait jamais avoir à faire. Mais pour eux, c'était noir ou blanc, traître ou héros. Mais la guerre, elle, n'a jamais été aussi simple. Le 22 juillet 1945, vous avez été transféré au palais de justice dans un fourgon cellulaire. À 89 ans, après tant d'années de gloire, de service à la nation, vous vous êtes retrouvé dans le même véhicule que des criminels de droit commun. Comment avez-vous vécu ce moment? Je m'en souviens comme si c'était hier. La chaleur, une chaleur écrasante. Je portais un simple costume gris, rien d'extravagant. Et puis je l'ai vu, ce fourgon cellulaire, le panier à salade. J'ai reculé. Un réflexe, vous voyez. Mais il n'y avait pas d'autre véhicule, et je n'ai rien dit. Qu'aurais-je pu dire? À ce moment-là, j'avais déjà accepté mon sort. On m'emmenait comme un vulgaire délinquant. Moi, le maréchal de France, vainqueur de Verdun, humilié aux yeux du monde. Mais c'était mon chemin de croix, et je l'ai pris avec dignité. Vous dites dignité, mais n'était-ce pas aussi une profonde humiliation? Après tout ce que vous aviez fait pour la France, vous deviez bien sentir que tout cela n'était pas seulement une question de sécurité, mais aussi de symbole. Oh, bien sûr, il voulait me montrer, me déshabiller de mon prestige, de mes médailles, de ce passé que j'incarnais. Il voulait tourner la page, et pour cela, il fallait me rabaisser. Ce n'était pas un simple transfert, c'était une mise en scène. Mais à ce moment-là, j'étais trop vieux, trop las pour m'indigner. Que pouvais-je faire? Tout cela avait déjà échappé à mes mains depuis longtemps. Quand vous êtes arrivé au tribunal, vous avez fait face à une haute cour composée pour moitié de résistants. Beaucoup vous étaient ouvertement hostiles. Vous pensiez réellement pouvoir bénéficier d'un procès juste dans ces conditions? Juste? Non, ce procès n'a jamais été question de justice. C'était, un simulacre. Vous voyez, mademoiselle, ils avaient déjà décidé de ma culpabilité avant même que je mette un pied dans cette salle. Ces jurés, certains étaient prêts à me fusiller là, sur place, dès les premières minutes. Comment peut-on appeler cela justice? Un homme avait même dit qu'il se porterait volontaire pour donner le signal des tirs. Je ne suis pas naïf. À 89 ans, je n'attendais plus de justice des hommes. Mais n'avez-vous pas ressenti de la colère face à cette situation? Un procès monté contre vous, avec des jurés déjà convaincus de votre culpabilité? Pourquoi ne pas avoir contesté plus fermement ce procès? La colère, à mon âge, ce n'est plus la colère qui vous anime. C'est la lassitude, une fatigue qui vous ronge. Quand on a tout donné à une cause, tout sacrifié, et qu'on se retrouve face à des jeunes gens pleins de haine, qui ne voient en vous qu'un vieux bouc émissaire. Que pouvais-je faire? M'indigner? Protester? Cela n'aurait rien changé. Mon procès était
une formalité pour eux. Pour moi, c'était la fin d'une route longue, très longue. Dès les premières audiences, vos avocats ont tenté de contester la légitimité du tribunal, arguant que, selon la Constitution, vous auriez dû être jugé par le Sénat. Pourquoi cela n'a-t-il pas été entendu à votre avis ? Parce qu'ils ne voulaient l'espèce d'un vrai procès, mademoiselle. Ce qu'ils voulaient, c'était me juger vite, me condamner et passer à autre chose. Ils ne voulaient pas rappeler les erreurs du gouvernement, ni les trahisons de ceux qui étaient à mes côtés. Non, non, ils avaient non besoin d'un coupable tout désigné. C'était moi. Et ils l'ont décidé dès que j'ai mis le pied dans ce fourgon. Mais vous auriez pu vous battre plus, faire entendre cette injustice. Certains disent que vous avez baissé les bras dès le début. Ah, ma chère. À mon âge, que me restait-il à prouver ? J'avais déjà tout dit, tout montré. Ce n'était plus une question de se battre ou non. Ce procès n'était pas fait pour chercher la vérité, mais pour clore un chapitre douloureux. Ils voulaient me condamner, moi, pour effacer leurs propres erreurs. Alors, pourquoi continuer à se débattre dans cette toile déjà tissée ? Vous avez fait une déclaration solennelle au début de votre procès, affirmant que vous rendiez des comptes à la France seule, puis vous avez choisi de garder le silence pour le reste du procès. Pourquoi ce choix de silence ? N'était-ce pas une manière de vous exclure des débats, voire d'abandonner votre propre défense ? Abandonner ? Non, mademoiselle. Ce n'était pas de l'abandon. C'était un choix réfléchi, un dernier acte de dignité. À quoi bon discuter, argumenter avec des hommes qui avaient déjà décidé que j'étais coupable avant même que le procès ne commence ? Chaque mot que j'aurais pu dire aurait été tordu, interprété, retourné contre moi. Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire, et ensuite, le silence. Je me suis confié à l'histoire. C'est elle qui jugera, non pas ces hommes pleins de rancœur. Mais ne craignez-vous pas que ce silence soit perçu comme une forme de lâcheté ? Vous aviez le droit de défendre vos actions, de répondre à chaque accusation. Pourtant, vous avez choisi de rester passif. Lâcheté. À mon âge, ce mot n'a plus vraiment de sens. J'avais déjà traversé tant de batailles, vu tant de morts, pris tant de décisions impossibles. Non, ce silence, c'était une forme de résignation peut-être, mais certainement pas de la lâcheté. À quoi bon se battre contre un mur de préjugés ? Ce silence, c'était mon dernier mot, mon ultime refus de jouer leur jeu. Pendant le procès, de nombreuses figures politiques importantes ont témoigné contre vous, des hommes qui avaient été vos alliés autrefois, Paul Reynaud, Édouard Daladier, Léon Blum. Reynaud vous a accusé d'avoir usurpé votre gloire militaire, allant même jusqu'à remettre en cause votre rôle à Verdun. Comment avez-vous réagi face à de telles accusations ? Reynaud, il était amer, il avait perdu son gouvernement, il avait été trahi par la guerre et il cherchait un bouc émissaire. Je ne lui en veux pas au fond, mais dire que j'ai usurpé ma gloire à Verdun, c'est une insulte non seulement à moi, mais à tous les soldats qui sont morts sous mes ordres. À Verdun, ce n'était pas seulement moi, c'était la France entière qui se battait. Reynaud voulait effacer ses propres échecs en me jetant sous le feu des projecteurs. Mais n'aviez-vous pas d'amertume envers ces hommes qui vous attaquaient si violemment après avoir été vos collègues ? Non, ma chère, à mon âge, on n'a plus la force de la haine ou de l'amertume. Ce que j'ai ressenti, c'était de la tristesse. Oui, de la tristesse de voir des hommes que j'avais respectés, avec qui j'avais travaillé pour la France, se retourner contre moi. Mais cela fait partie de la vie publique, non ? Quand tout va mal, on cherche un coupable. J'étais devenu ce coupable tout désigné. Mais Léon Blum, par exemple, a été mesuré dans ses paroles, même s'il a pointé du doigt certaines de vos actions. Avez-vous ressenti de la trahison venant de lui, ou un certain respect malgré les circonstances ? À ce cher Léon Blum, c'était un homme d'une grande intelligence, je ne le nie pas. Mais lui aussi, il parlait avec la distance de celui qui n'avait pas eu à prendre les décisions terribles que j'ai dû prendre. Il a souffert sous l'occupation, je le sais. Mais moi aussi, mademoiselle, moi aussi j'ai souffert. Nous avons tous été marqués par cette guerre, mais lui avait le luxe de la distance. Il n'était pas dans ma peau. D'autres témoins sont venus vous défendre, notamment le général Weygand. Lui aussi avait joué un rôle crucial pendant la guerre. Comment avez-vous vécu ces témoignages en votre faveur, dans un procès où tout semblait contre vous ? Weygand, un brave soldat, un homme de devoir. Lui, il savait ce que c'était, les vraies décisions à prendre en temps de guerre.
Quand il a pris la parole, j'ai ressenti un instant de soulagement. Un bref instant. Mais même lui, il ne pouvait rien contre la marée de haine et de colère qui régnait dans cette salle. À ce stade, tout témoignage en ma faveur était noyé sous l'envie de me voir condamné. Pourtant, certains disent que les témoignages en votre faveur ont réveillé un débat réel sur votre culpabilité. Vous étiez un héros pour une partie du pays, même après l'armistice. Comment avez-vous vécu ces contradictions au sein de la France ? Contradiction ? Oui, c'était tout le problème. J'étais à la fois le héros de Verdun et le chef de l'État français sous l'occupation. Pour beaucoup, ces deux images étaient incompatibles. Mais la guerre n'offre pas toujours des choix simples. Ceux qui me défendaient savaient que j'avais agi pour le bien du pays, dans la mesure de ce qui était possible. Mais qui voulait encore entendre cela dans cette salle pleine de rage et de vengeance ? N'y avait-il pas, dans cette rage, une part de justice, après tout ? Vous aviez accepté l'armistice, collaboré avec l'ennemi ? N'était-ce pas, aux yeux de beaucoup, un crime qui méritait d'être puni ? Punir, toujours punir. Mais qui, dans cette France occupée, aurait fait différemment à ma place ? Ceux qui criaient le plus fort étaient souvent ceux qui n'avaient pas eu à prendre les décisions difficiles. Oui, j'ai accepté l'armistice, mais pour sauver des vies. Je ne demande pas à être excusé, mais qu'on me comprenne. C'était cela, mon véritable espoir. Il y a eu un moment qui a choqué beaucoup de gens, même dans cette salle remplie de tensions. Le procureur Mornay, en plein réquisitoire, a perdu son calme et a parlé de trop d'Allemands dans cette salle. C'était un dérapage qui a marqué les esprits. Comment avez-vous réagi à cet instant ? Ah, ce moment. Je me souviens du visage de Mornay, déformé par la rage. Il était censé être un homme de loi, un homme de justice, mais ce jour-là, il n'était plus qu'un homme pris par ses émotions. Ce qu'il a dit, « Il y a trop d'Allemands dans cette salle », n'avait aucun sens. C'était un coup de colère, un moment de faiblesse. Mais c'était plus qu'un simple coup de colère, n'est-ce pas ? Il a sous-entendu que ceux qui étaient présents soutenaient l'ennemi. Oui, et c'est ça qui m'a le plus frappé. Il n'y avait pas d'Allemands dans cette salle, mademoiselle. Seulement des Français. Des Français qui voulaient voir la justice, ou peut-être la vengeance. Mais pour Mornay, j'étais devenu l'ennemi. À ses yeux, moi, Pétain, le maréchal de France, j'étais l'équivalent de ces Allemands qu'il haïssait tant. C'était un moment révélateur. Il ne s'agissait plus de me juger pour mes actions, mais de me détruire symboliquement. Et à ce moment-là, il a dérapé. Vous pensiez que cette accusation voilée visait à alimenter une haine plus profonde ? C'était exactement cela. En parlant des Allemands, il tentait de rallumer le feu de la haine dans une salle déjà bouillante. Mais ce n'était pas pour eux, les gens présents. C'était pour lui, pour tous ces procureurs et juges qui voyaient en moi la personnification de leur humiliation. Ils cherchaient à canaliser leur colère, à trouver un exutoire, et j'étais l'homme parfait pour ça. Mornay ne m'accusait plus seulement de trahison, il me réduisait à l'image de l'ennemi, l'Allemand, un procédé facile pour faire monter encore plus la tension dans la salle. Ce moment a vraiment marqué l'audience. Il y a eu des protestations, des murmures, des avocats qui se sont levés pour contester. Que ressentiez-vous pendant tout ce chaos ? Je savais déjà que rien de ce que je pouvais dire n'aurait d'importance. Ce procès était devenu un théâtre, une mise en scène où tout était joué d'avance. J'étais là, impuissant, écoutant Mornay cracher sa haine et attiser encore plus de ressentiment. À cet instant, je me sentais étranger à cette salle. Il ne jugeait pas seulement le maréchal de France, il cherchait à effacer l'homme que j'avais été pour laisser place à leur propre vision de la trahison. Parlons du réquisitoire du procureur Mornay. Il a été implacable, demandant la peine de mort avec une intensité que peu avaient prévue. Il vous a accusé de trahison, mais aussi de vous être caché derrière votre gloire passée pour dissimuler vos actes. Que ressentiez-vous en l'entendant réclamer votre exécution ? Mornay, ah Mornay, un vieil homme comme moi, mais rempli d'une haine que je ne comprendrai jamais. Lorsqu'il a réclamé la peine de mort, je n'ai pas été surpris. Ils avaient besoin d'un exemple, et j'étais l'exemple parfait. Mais, dans ses paroles, ce que je ressentais surtout, c'était l'ironie. Moi, le soldat, le vieillard presque sourd, jugé par un tribunal de jeunes hommes et d'anciens résistants. Il voulait se débarrasser de moi, et dans son discours, Mornay parlait comme si cela était la seule solution pour purifier la France de ses péchés.
C'était plus qu'un réquisitoire juridique, c'était un acte d'accusation morale contre tout ce que vous représentiez. N'était-ce pas pour vous le moment le plus difficile à entendre? Mademoiselle, à cet instant, je me sentais déjà loin de tout ça. Mornay parlait, oui, il clamait haut et fort que j'avais trahi. Mais j'étais déjà ailleurs, dans mes pensées. Que pouvait-il dire de plus? J'avais accepté mon sort. À 89 ans, on ne craint plus la mort de la même manière. C'est la solitude qui est plus effrayante que la peine capitale. Quand Mornay parlait, je n'entendais plus que des échos lointains. Il voulait me détruire, mais à ce moment-là, j'étais déjà détruit depuis longtemps. Mais vous n'étiez pas seul. Vos avocats, notamment Jacques Izorni, ont livré des plaidoiries puissantes. Izorni a tenté de réhabiliter votre image en vous décrivant non pas comme un traître, mais comme un bouclier pour la France. Avez-vous eu l'impression que votre défense avait une chance de renverser le cours du procès? Izorni, oui, un jeune homme plein d'énergie, plein de passion. Il croyait vraiment pouvoir faire changer les choses. Quand il parlait, il s'adressait directement aux jurés, avec une force que je n'avais plus. Il disait la vérité, vous savez. J'avais essayé, au mieux de mes capacités, de protéger la France, même en collaborant avec l'ennemi. Mais à ce stade, c'était trop tard. Peu importait ce qu'Izorni disait, ils avaient déjà leur verdict en tête. Pourtant, son plaidoyer semblait avoir touché certains jurés. Il a parlé des résistants morts sous les balles allemandes, mais aussi de ceux qui, au moment de leur exécution, criaient encore « Vive le maréchal !» Cela a dû être un moment émouvant pour vous. Ah, mademoiselle, quand il a dit cela, oui, j'ai été profondément touché. J'avais donné ma vie à ce pays, et entendre qu'il y avait encore des hommes qui croyaient en moi, même dans leurs derniers instants. C'était un rappel de tout ce que j'avais sacrifié. Mais ces mots, aussi puissants soient-ils, ne pouvaient effacer la haine qui régnait dans cette salle. Finalement, le 15 août 1945, la Haute Cour vous condamne à mort. Mais elle recommande que votre peine ne soit pas exécutée, en raison de votre âge avancé. Qu'avez-vous ressenti à ce moment précis, en entendant cette sentence? Étiez-vous soulagé de ne pas être fusillé? Soulagé? Non, pas vraiment. La mort, à mon âge, n'était pas ce qui m'effrayait le plus. Ce verdict, ce n'était qu'un acte final, une conclusion prévisible, mais ce n'est pas la condamnation qui m'a le plus affecté. C'est l'idée que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais sacrifié pour ce pays, avait été réduit à cela. Un vieil homme, jugé, condamné, abandonné par son propre pays. Ce n'était pas la mort que je craignais, c'était la solitude, l'oubli. Vous parlez de solitude, mais n'était-ce pas inévitable après tout ce qui s'était passé? Votre régime avait collaboré avec les nazis, et beaucoup de Français ne pouvaient pas vous pardonner. Ne compreniez-vous pas cette colère légitime? Je comprenais la colère, oui, mais les choix que j'ai faits, je les ai faits pour préserver ce que je pouvais de la France. Certains ne l'accepteront jamais, et je l'ai compris, mais à ce moment-là, mademoiselle, il ne me restait plus rien. Juste cette solitude. La condamnation était juste une formalité. Aujourd'hui, des décennies après ces événements, votre nom reste associé à des controverses. Vous êtes toujours le héros de Verdun pour certains, mais pour d'autres, vous êtes le chef d'un régime de collaboration. Que pensez-vous que l'histoire retiendra de vous, monsieur le maréchal? L'histoire? Ah, c'est elle qui décidera, non? Je suis trop vieux, trop fatigué pour chercher à influencer ce qu'on dira de moi. Mais si l'histoire veut bien m'accorder une chose, c'est de comprendre que j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour la France dans des circonstances impossibles. Ni traître, ni héros, juste un vieil homme qui a tenté de protéger ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. C'est tout ce que je demande, que l'on regarde cela avec justice, et non avec la haine ou la vengeance. Alors, vous espérez encore que l'histoire vous jugera différemment de ce tribunal de 1945? Oui, peut-être. Mais cela ne m'appartient plus. Que Dieu et l'histoire en jugent. Merci, monsieur le maréchal, pour cet entretien. Que l'histoire, un jour, prenne le temps de juger vos actions avec toute la complexité qu'elles méritent.